buenos días, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de The Cocoon, le podcast. Je suis Julie, coach en développement personnel. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'ai moi-même très très bien connu. C'est la quête incessante de la perfection. Donc vous savez, c'est cette pression qu'on se met souvent pour exceller en tout. Pour être la meilleure version de nous-mêmes, comme on l'entend souvent en développement personnel, chose que je déteste entendre d'ailleurs. Donc voilà, mais à quel prix d'ailleurs? Donc on va voir ensemble, on va explorer un petit peu les dangers justement du perfectionnisme et on va apprendre à lâcher prise pour une vie plus équilibrée. Donc c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de 3 enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Je vous propose de vous installer tranquillement. Moi, je me suis fait mon petit thé. Donc n'hésitez pas à en faire autant. Moi, je bois souvent quand je fais les épisodes parce que ça m'évite d'avoir la gorge éclatée. Donc voilà. Faites-en de même si vous ne parlez pas et que vous écoutez. Mais ceci dit, ça ne vous empêche pas de me répondre, même si moi, je ne vous entends pas. Vous pouvez d'ailleurs noter vos réponses ou vos questionnements, bref, en commentaire de cet épisode. Donc, pardon. 1h12. Dans cette première partie, je suis en train de m'étouffer de mourir. On va voir déjà ce que c'est que le perfectionnisme. Donc, c'est en fait cette tendance à se fixer des standards extrêmement élevés, en général, et souvent d'ailleurs inatteignables. C'est le problème justement de la perfection qui, en fait, n'existe pas. Donc, forcément, on essaie d'atteindre quelque chose qui n'existe pas. Donc, autant vous dire que c'est pas prêt d'être gagné. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Est-ce que la peur de l'échec et la peur du jugement des autres viennent avoir un lien là-dedans, ou est-ce que c'est encore plus profond ? Bon, on va discuter un petit peu des origines psychologiques du perfectionnisme, avant toute chose, et de la façon dont il se développe dès l'enfance, et aussi des influences culturelles et sociales qu'il renforce. Donc, premièrement, le premier point que j'ai évoqué, c'est justement la peur de l'échec. C'est ces 3 facteurs-là dont je vais vous parler qui contribuent principalement au perfectionnisme. Donc, la peur de l'échec, en fait, souvent, on associe notre valeur personnelle à leur réalisation. On pense que notre valeur vient de ce qu'on est capable ou non de réaliser. Et donc, du coup, forcément, on a tendance à craindre que l'échec, en fait, ne nous rende indignes d'être aimés ou même d'être respectés. Voilà, donc c'est cette peur-là qui peut être très intense et elle peut pousser du coup à viser constamment l'excellence pour se sentir valable. En deuxième point, on va avoir la peur du jugement, donc la peur du regard de l'autre. Et donc de ce fait-là, le perfectionnisme, c'est également, il peut également être alimenté par ça. Et les gens perfectionnistes, du coup, peuvent craindre d'être critiqués, d'être rejetés si jamais ils répondent pas à certaines normes, généralement sociétales d'ailleurs. Ils peuvent aussi se sentir constamment sous le regard critique des autres, ce qui fait que généralement ils sont poussés à essayer d'être irréprochables. Et enfin le troisième point, c'est les attentes internes profondes. Parfois, le perfectionnisme en fait il vient d'attentes internes, qui sont donc en nous, qui sont profondément ancrées. Ces attentes en fait elles peuvent être le résultat de messages reçus pendant l'enfance, donc par exemple. L'idée qu'il faut toujours être le meilleur pour être digne d'amour et d'attention. Donc, par exemple, les parents qui mettent leurs enfants à tel ou tel sport et qui les poussent à toujours être le meilleur pour tout le temps gagner. Mais au-delà du côté qui pourrait être ça, mais du côté dépasse-toi et tout, c'est vachement bien de se dépasser, de sortir de sa zone de confort, etc. C'est le côté, il faut absolument que tu sois capable de le faire, sinon t'es une merde, quoi.
Clairement, pour parler clairement, ce serait ça. Les parents qui vont, ou voilà, l'entourage très proche, qui peuvent avoir des paroles un peu du style pleure pas, t'es un homme. Voilà, typiquement ce genre de choses-là. Et puis voilà, après, on a, comme je le disais tout à l'heure, on a les origines psychologiques et voilà, qui se développent pendant l'enfance. Qui peuvent donc en fait ça va être des trucs du style les enfants en fait qui vont percevoir des éloges principalement pour leur réalisation et non pour les efforts ou même pour leur personnalité. Par exemple, j'ai vu très récemment d'ailleurs, alors comment c'était dit, attendez parce qu'il faut que je me remémore le truc parce que ça je l'ai pas préparé, qu'il fallait en fait éviter de dire à son enfant c'est bien, t'es intelligent, parce que du coup il y a une étude qui a été menée en fait et qui prouve que les enfants à qui on a dit ça sont finalement moins bons parce que du coup ils sont pas challengés. Ils partent du principe que de toute façon ils sont intelligents donc ils vont réussir. Sauf qu'en fait en réalité ils sont pas challengés donc ils donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Ils restent un peu dans leurs acquis si vous voulez. Alors qu'un enfant qu'on aura stimulé en lui disant ah c'est bien, t'as donné le meilleur de toi-même, t'as dépassé tes limites, tu t'es challengé, etc. Ah, là, l'enfant, il va se dire, en fait, il va apprendre à se dépasser. Vous voyez ? À aller au-delà de ce qu'il pensait être ses propres limites. Et en fait, voilà, ça change énormément les choses. Quelqu'un qui va être perfectionniste, c'est quelqu'un qui, potentiellement, pendant son enfance, aura été valorisé sur sa capacité à réaliser les choses. C'est-à-dire que s'il n'était pas capable de faire, je sais pas, la roue, par exemple, je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu, me demandez pas pourquoi. S'il était capable de faire la roue, c'est une merde. S'il est capable de faire la roue, c'est un dieu, quoi. Ok ? Bon, j'exagère un poil le trait, parce que franchement, c'est quand même souvent comme ça pour ces enfants-là. Et du coup, malheureusement, ils peuvent apprendre à associer leurs valeurs à leur succès. Et puis voilà, on va avoir de même les enfants qui sont sévèrement critiqués pour leurs erreurs, comme je le disais, qui du coup peuvent développer la peur de l'échec et un besoin de perfection pour éviter justement la critique. Et puis après, on va avoir aussi les influences culturelles et sociales, comme je vous le disais tout au début. La société en fait et la culture aussi, donc du coup ça dépend complètement de l'endroit où l'on vit, de la façon dont on a été élevé, etc. Mais voilà, ça peut jouer un rôle important en fait dans le renforcement du perfectionnisme. Dans de nombreuses cultures, en fait, la réussite et l'excellence, ils sont hautement valorisés. Par exemple, en Chine, vous voyez, tu peux pas être nul, hein. C'est pas possible. Genre, t'es nul, tu dégages. Enfin, limite, t'es viré de l'école, quoi. Donc ils sont vraiment dans la quête du perfectionnisme. Ils doivent être excellents quand ils pratiquent une activité, quelle qu'elle soit. En fait, il faut qu'ils soient excellents tout le temps. C'est bien sans être bien, quoi, évidemment. C'est bien d'être bon, hein, d'être doué, mais encore faut-il aimer ce qu'on fait. Ok, si on le fait avec la boule au ventre, etc., c'est pas trop bon. Hein. Là, c'est être conditionné. C'est autre chose. Les médias sociaux aussi, par exemple, ça peut aussi exacerber ce phénomène en présentant malheureusement des images idéalisées de la vie ou du succès ou du physique. Ok ? Du coup, pour créer une pression et atteindre des standards souvent irréalistes, évidemment. D'ailleurs, j'ai plus le nom du tout du compte, mais je me rappelle très bien de ce compte-là. Je l'ai trouvé génial. C'était, je pense que c'est une nana de mémoire qui tient ce compte. Et en fait, elle montre un peu des Instagram versus réalité, vous voyez, sur un peu tout ce qui est physique. Donc, c'est-à-dire qu'elle va se mettre en position naturelle, par exemple, et elle va dire, voilà, ça, c'est la vraie vie. Quand je me tiens comme ça, en fait, c'est une posture naturelle, donc voilà, je suis vraiment comme ça. Donc, effectivement, il y a un petit pli au niveau du ventre, donc ce qu'on appellerait des bourrelets, etc. Et par contre, là, elle prend une posture à côté, donc elle met sur le même post en visuel, hein, donc la même photo, le même post, elle va couper en deux l'image, elle va mettre à gauche une image d'elle en vrai, voilà, quand elle se tient naturellement, sans poser, sans voilà, et à côté une image d'elle mais qui pose. Et effectivement, on voit tout de suite que là, le ventre ultra plat, machin, parce qu'effectivement, elle rentre son ventre,
elle se tient d'une certaine façon qui fait que du coup, elle s'est gainée. Donc évidemment, le bourrelet, il est plus là. Mais quand tu t'assois, tu te doutes bien qu'il va y avoir un pli au niveau du ventre, hein, voire même plusieurs, c'est normal en fait. Et donc voilà, ce conte-là, alors, je me rappelle plus du tout du nom. Si vous l'avez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, il est génial. Mais je l'ai vraiment trouvé top parce que du coup, ça soulage en fait, genre vraiment, c'est la vraie vie quoi. Ok. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a toujours marqué, c'est que quand on a un bébé, que ce soit le nôtre hein, ou le bébé de quelqu'un d'autre, souvent on est oh c'est trop mignon ces petits bourrelets, ces petites joues rondes et tout ces machins. Par contre, quand c'est sur nous adultes, ah non c'est dégueulasse, c'est pas bien, c'est pas normal. Mais en fait, genre la même chose. Hein. C'est la même chose. Hein. C'est un bourrelet, hein, qu'il soit sur un bébé, un ado, un machin, ça reste un bourrelet, un amas de graisse ou de peau. Ok, donc c'est pas plus mignon sur un bébé que sur un adulte en fait. Et ça, c'est vraiment sociétal et culturel. Excuse, je bois un coup. Donc voilà. Donc ça, c'était la première partie. Dans cette deuxième partie, on va plus parler des conséquences de l'hyper-responsabilité, donc ce qui revient à être justement voilà, dans le perfectionnisme. C'est en fin de compte porter le poids du monde sur ses épaules. Et ça peut malheureusement mener jusqu'à l'épuisement, jusqu'au burn-out, jusqu'à l'anxiété. Donc je vais vous partager mon histoire personnelle parce que je ne vais pas aujourd'hui partager voilà, de témoignages anonymes, entre guillemets, parce que je change à chaque fois les noms. Mais c'est quelque chose que j'ai personnellement vécu. J'ai d'ailleurs retrouvé ma prescription d'anxiolytique, enfin voilà, d'antidépresseurs qui datait de 2014. Donc vous voyez, je suis retombée dessus hier parce que je faisais du tri. Et donc voilà, donc j'ai retrouvé ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai connu. Je me souviens très très bien des séances avec ce psychiatre. Hein. C'était un psychiatre du coup, puisque c'est un médecin. Je rappelle que les psychothérapeutes, les thérapeutes, etc. n'ont pas le droit ne sont pas médecins, donc ils ne peuvent pas faire de prescription médicale, que ce soit arrêt de travail, médicaments, etc. Donc voilà, donc moi par contre, j'avais préféré du coup aller voir un médecin. Ça veut en aucun cas dire que ceux qui ne sont pas médecins, qui sont simplement, entre guillemets, thérapeutes, psychothérapeutes, ne sont pas bien. Hein. Il y en a des très bien, il y a des psychiatres qui sont à chier, et puis il y en a qui sont d'autres très 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 bien. Donc voilà, il faut trouver la personne qui nous corresponde. En fait, c'est un peu comme trouver son âme sœur, quoi. Bon, c'est un peu pareil. Mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai connu. Je me rappelle très très bien. 2014, ça faisait seulement 1 an que j'étais avec mon mari là, voilà, présentement. Je me souviens très très bien, je me revois dire à mon psychiatre, Mathieu, que ouais, j'avais ce besoin d'être parfaite. Parce que si j'étais pas parfaite, de toute façon, il allait me quitter. Donc, mais c'était sur tous les domaines. Alors moi, j'étais arrivée à un stade où, si vous voulez, là, les médocs, clairement, ils étaient pas là pour rien. Autant je suis pas du tout pour les médicaments, genre vraiment, je suis une personne qui comprend jamais. Mais je me rappelle qu'à cette période-là, je crois que ça m'aurait... Alors, je sais pas comment j'aurais fini si je les avais pas eus. En plus, bien sûr, de la psychothérapie, évidemment, sinon ça ne sert à rien du tout. Mais je me rappelle très bien que j'étais comme ça, mais sur tous les domaines. C'est-à-dire qu'il fallait que je sois parfaite, mais alors déjà en tant que petite amie, puisqu'on n'était même pas fiancés à ce moment-là, mais voilà, je devais être parfaite dans mon couple. Je devais être parfaite en tant que mère. Je devais être parfaite comme grande sœur, puisque je suis l'aînée. Je devais être parfaite en tant que fille de mes parents. Et je devais être parfaite au boulot. Donc, c'est-à-dire que tous les domaines de ma vie, je faisais que je cherchais la perfection tout le temps. Et c'est vrai que depuis toute petite... Alors, on a gratté, bien sûr, hein, on est remonté loin, etc. Et c'est vrai que, déjà enfant, donc comme quoi ce que je viens de vous dire précédemment... Dans la première partie, c'est pas du pipeau, puisque je l'ai moi-même expérimenté. Déjà enfant, j'avais l'impression d'avoir besoin d'être assez pour mes parents. C'est-à-dire que moi, quand on me demandait c'est quoi ton but dans la vie, pourquoi tu te lèves le matin, déjà quand j'étais petite, c'était pour rendre fiers mes parents. Ah, d'accord, ok, très bien. Donc à aucun moment je me disais je sais pas, ce sera peut-être pour
pour sauver la planète, pour protéger les animaux, pour sauver des vies, enfin voilà, ce que n'importe qui aurait pu sortir. Non, moi c'était pour rendre fier mes parents. Il fallait que je rende fier mes parents. C'était voilà, c'était le truc qu'il fallait que je réussisse dans ma vie. Alors, je vous rassure, aujourd'hui, je vois plus du tout les choses pareilles. Enfin, aujourd'hui, depuis un moment d'ailleurs, depuis pas mal d'années, mais et voilà, parce que j'ai énormément déconstruit, j'ai appris à me connaître, à comprendre surtout mon enfance, mon passé, etc. Mes expériences de vie, personnelles, familiales, tout décortiquer. Et alors, ça demande du temps, ça prend quelques années, hein, on va pas se mentir, ça se fait pas sur 6 mois. Hein. Mais une fois que c'est fait, ouh, ah, c'est pour ça. Ah oui, bah je comprends mieux pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis... Ah d'accord. Et là, on peut mettre en place du coup vraiment le fait de déconstruire et de se reconstruire après en étant soi. En n'étant pas la fille de ses parents, en n'étant pas la grande sœur, en n'étant pas la tantine, la machine, la truc. Non. T'es juste Julie. Et qu'est-ce qu'elle veut, Julie? De quoi elle a vraiment besoin, Julie? Ok? Et donc ça a été hyper violent pour moi en fait de réapprendre tout ça, de réaliser tout ça. Une psychothérapie, c'est violent, hein. Il faut être accroché, hein. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, quoi? Est-ce qu'on veut être bien, être serein, être épanoui sur le long terme, quitte à galérer un peu sur le moment? Ou est-ce qu'on veut rester confort et en fait être dans notre caca pendant tout le reste de notre vie, quoi? En fait, il faut vraiment se poser les bonnes questions, quoi. Donc bon, bah voilà. Bon, j'avais pas. De toute façon, moi, c'est pas compliqué. J'allais face au suicide, donc voilà, il était temps que je fasse quelque chose quand même. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui faut vraiment prendre au sérieux. Je pense qu'il faut vraiment apprendre ouais, à lâcher prise et comprendre que lâcher prise, c'est pas abandonner, c'est simplement accepter que tout ne peut pas être parfait. Et je pense que lâcher prise, c'est pas quelque chose j'allais dire qu'on décide. Si, parce qu'il faut quand même le décider, mais c'est pas un truc genre t'appuies sur un bouton et hop, ça y est, ça y est, je sais lâcher prise. Ouais, non, ça va être violent, ça va être dur. Ça va vraiment demander de prendre sur soi, etc. au début, parce que bah, c'est pas naturel. Pardon. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut s'efforcer de faire quand même. Et une fois qu'on y arrive, voilà, c'est vachement bien. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour apprendre à lâcher prise? Bah déjà commencer à se mettre des objectifs mais réalistes, ok? On n'essaie pas de se mettre des trucs de fou malade alors que clairement, enfin, on n'arriverait pas à en faire un dixième, ok? On commence à voilà par peut-être déléguer certaines choses. Par exemple, moi j'étais aussi perfectionniste parce que quand je vous dis que c'était dans tous les domaines, c'était dans tous les domaines. Sur le ménage, genre j'étais toquée mais de fou malade. Hein. Moi la table, elle était pas décalée d'un centimètre quoi. Elle était là quoi. Elle était pas un centimètre à côté. J'étais toquée, vraiment. Donc, il fallait vraiment que je revoie tout à ce niveau-là. Donc, j'ai commencé à déléguer à mon mari. C'est quelque chose qui a été hyper dur pour moi. Parce qu'il arrivait dans ma vie, j'avais déjà une famille, voilà. Enfin, j'avais déjà ma fille aînée, j'avais déjà mes petits rituels, j'avais déjà mes habitudes, ma vie de personne qui vit seule, quoi. Hein, ma vie de célibataire, entre guillemets. Mais même encore plus, parce que j'étais déjà maman, j'avais déjà un boulot, j'avais déjà mes animaux, j'avais déjà ma vie. Voilà. Donc lui, il est arrivé là-dedans. Déjà, il a dû apprendre à se faire une place. Et moi, j'ai dû apprendre à lui faire une place et à déléguer. C'est-à-dire que quand il venait à la maison, à un appart, je me rappelle très bien, de temps en temps, il tentait de faire de la vaisselle, il tentait de passer un coup d'essuie. Ah non, il avait même pas le temps d'accéder à l'aspirateur que j'avais déjà dégainé. Que je lui disais, non, t'es invité, tu touches pas. Bah oui, mais je suis invitée, mais bon, on est un peu ensemble, genre depuis tant de mois, il serait peut-être temps que tu me laisses participer aussi, quoi. Donc ça a été dur, d'autant qu'il est pas très diplomate. Enfin, il l'était pas à ce moment-là, mais il est pas beaucoup plus aujourd'hui, mais c'est pas son truc. Donc du coup, ça a été compliqué, il y a eu des clashs, il y a eu des... Voilà, évidemment. Donc ça, c'est comme dans tous les couples, sur d'autres sujets aussi. Donc voilà, donc commencer à déléguer, ça peut être pas mal. Ça peut être dur hein, au début, hein. Moi, quand je laissais l'aspi, je peux vous dire qu'en tant que maniaque, ça a été chaud, hein. Quand je le voyais faire, je me dis, il fait pas comme moi. Donc ça va être mal fait. Bah non, c'est pas mal fait, c'est juste c'est fait autrement en fait. Mais ça a été dur de comprendre ça, de déconstruire cette idée-là en fait, cette croyance. Donc voilà, donc commencer ouais peut-être par déléguer.
Et voilà. Et après, au fur et à mesure, les choses vont se mettre en place, en fait. Mais vraiment, c'est important. Et s'il faut faire une psychothérapie, faites une psychothérapie. Franchement, en vrai, ça peut faire que du bien. Donc, pourquoi pas. Et après, si c'est vraiment juste de l'atteinte d'objectifs, moi, je suis là pour ça, par contre. Ok, donc c'est-à-dire que la psychothérapie, donc le psychothérapeute, psychiatre, etc., vont être là pour gérer des problèmes vraiment qui datent de, comment dire, c'est-à-dire que moi, je vais pas remonter dans le passé. Ok, en tant que coach, on remonte pas dans le passé. Le passé, c'est ça y est, c'est comme dirait Tal, le passé envolé, quoi. Ok, donc ça, moi, c'est fini. Moi, je m'occupe du présent et du futur, mais pas du passé. Donc la différence avec les psys, quels qu'ils soient, psychothérapeutes, psychiatres, psychologues, tout ce que vous voulez, eux par contre vont vraiment chercher la base du problème. Donc moi je m'occupe pas de problématiques profondes, quand bien même j'ai quand même mon certificat en psychothérapie. Voilà, moi c'est pas mon métier actuellement. Peut-être que je dis pas que dans quelques années ça ne le sera pas, mais actuellement je suis coach. Voilà, je suis là pour vous aider à atteindre vos objectifs. Ok, c'est différent. C'est-à-dire que je vais pas vous aider à guérir. Ok, si vous sentez vraiment que vous êtes blessé, qu'il y a vraiment quelque chose qui bloque énormément, ça c'est pas moi. Ça, je vous renvoie vers mes confrères et mes consoeurs qui sont psychologues, psychiatres, etc. Euh, mais par contre, non, moi je vais vous aider. Par contre, si vous avez un objectif clair, que vous savez que votre objectif, je sais pas, c'est la confiance en soi, c'est je sais pas, être capable de fixer des objectifs, justement, et de les atteindre. Ce genre de choses. Ah, là, c'est moi. Ok? Donc moi, je m'occupe des gens qui vont déjà bien, on va dire. Alors, pour leurs problématiques, oui, comme tout le monde, mais qui, globalement, sont sains, entre guillemets. Alors, attention, quand je dis sain, ça veut pas dire que vous êtes malsain, ok? Mais dans le sens où vous avez déjà bossé sur vous, en fait. Ok? Vous arrivez avec une base déjà solide. Et parce que moi, je vais arriver, on va peut-être se chicaner un peu, quoi. Vous voyez, ça va être, je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, vous prendre par la main, viens mon petit, viens. Ça, je le fais avec mes enfants. Avec vous, on est entre adultes, on va tous bien, on est simplement dans l'atteinte d'objectifs. Donc moi, je vais vous pousser un peu, quoi. Ok? Donc il faut pas que vous soyez là à pleurer parce que, bah ouais, Julien m'a poussé, c'était un peu dur. Non. Ok? Vous venez vers moi, c'est que ça va. Ok? Et vous êtes costaud. Vous savez que là, ça va peut-être être challengeant parce que c'est pas facile d'atteindre ses objectifs, etc. Mais globalement, ça va, quoi. Ok? Émotionnellement, psychologiquement, tout ça, faut que ça aille quand vous venez me voir. Mais ça peut valoir le coup de temps en temps, même si vous êtes coaché par quelqu'un, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, de quand même faire une petite mise à jour en thérapie, etc. Ça, c'est toujours bien. Surtout que maintenant, vous avez les... comment on appelle ça? Enfin, maintenant, ça a toujours été, je crois, plus ou moins. Souvent, on me dit, ouais, mais moi, j'ai pas les moyens, Julien. Bah, attends, moi, je les ai pas non plus, hein. Toutes les thérapies que j'ai fait, frère, moi, je les ai pas payées, hein. Et j'ai rien d'avancé, que dalle. Voilà, parce que tu vas en fait je crois que ça s'appelle au CMP, centre médico psychologique, ouais, ça doit être ça, c'est ça, centre médical psychologique. Donc tu vas là-bas, généralement ça fait partie de l'hôpital, voilà, de ta commune ou de la commune à côté, où tu vas voir l'assistante sociale ou voilà, ou le CCAS, au CCAS, donc c'est près de la mairie en général, ça rattache à la mairie. Et tu demandes, en fait, ils vont te dire voilà. On a ça, on a ça, on a ça. C'est ici, c'est là. Parce que moi, je sais que par exemple, par chez nous, c'est découpé par secteur, en fait. Donc, en fonction du coin où tu habites, du secteur dans lequel tu habites, ça va pas être au même endroit, en fait. Il y a des permanences qui sont faites à droite à gauche. Mais l'endroit principal, c'est bien l'hôpital. Et en fait, t'avances rien. Alors, tu te pointes, bonjour, voilà, j'aimerais avoir un rendez-vous avec un psychologue ou une psychologue, psychiatre, nanana. Ok, très bien. Pourquoi? Alors globalement, je sais même pas s'ils te demandent en fait pourquoi. Mais voilà, et, par exemple, tu peux, c'est au même endroit, plus ou moins. Alors ça dépend comment c'est configuré, mais ils gèrent tout le monde en fait. Hein. Ils gèrent vraiment les troubles psychiatriques très graves, comme ils peuvent gérer donc tout ce qui va être schizophrénie, etc. Ok. Tentative de suicide, les machins comme ça, comme ils peuvent gérer, ça n'a pas été dans mon enfance, il faut que j'en parle, quoi. Voyez? Donc non, franchement, ça faut le faire, c'est gratuit. C'est vos impôts qui le payent, c'est vos cotisations et quand vous bossez, etc. Donc en fait, enfin genre, c'est vous qui le payez indirectement, quoi.
Donc, faut y aller, en fait. Vous avez droit, faites-le. OK ? Profitez justement que c'est encore possible à l'heure actuelle, parce qu'on ne sait jamais, hein, avec tout ce qui change avec le gouvernement, etc. On n'est pas à l'abri que ça aussi, ça saute. Donc, pour l'instant, ça se tente. Donc, faites-le. Franchement, ouais, c'est pas mal. Une fois de temps en temps, même quand vous avez l'impression que tout va bien, ça peut être pas mal de le faire. Moi, je sais que je suis la première à le faire. Hein. J'adore. Moi, je kiffe faire des thérapies. C'est un délire, quoi. Donc, voilà. Donc voilà, en clair, je vous encourage vraiment à prendre un moment, que ce soit aujourd'hui, idéalement, puisque c'est comme ça, c'est encore frais, mais voilà, à prendre un moment pour réfléchir à vos propres standards de perfection et à comment est-ce qu'ils vous infectent. Et puis, souvenez-vous, surtout, écoutez bien cette phrase, c'est très important, s'il vous plaît, souvenez-vous que vous êtes suffisamment, vous êtes assez, tel que vous êtes, ok ? C'est très très important. Répétez-le quand vous mettez face à votre miroir, vous vous regardez et vous vous le dites. Ok ? Je suis assez. Tu es assez. Tel que tu es. Ok ? C'est très très important. Il faut se le dire parce qu'en fait, plus votre cerveau va l'entendre, plus il va y croire. Et s'il y croit, vous allez déplacer des montagnes en fait. Vous allez surpasser tout ça. Donc voilà les filles, voilà les amis. Merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté cet épisode. J'espère que voilà, ça vous aura fait du bien d'explorer un petit peu tout ce qui tourne autour du perfectionnisme et que ça va vous aider à trouver plus de sérénité dans votre vie quand même, plus d'apaisement. En fait, ça sert à ça. Tout ce que je fais ici, tous ces épisodes, ils n'ont pas pour vocation de changer votre vie. Hein. Quoique. Allez, je dis, aie confiance en toi. Quoique. Non, vraiment, c'est vraiment... En fait, le dev perso, c'est ça, en fait. Pour moi, hein, de mon point de vue très, très personnel, c'est pas genre tu t'appuies sur un bouton, tadam, ça y est, t'as une nouvelle life, en fait. Non, c'est pas ça. Ça, c'est que quand tu fais des avant-après sur Instagram, en fait. C'est tout. Non, pour moi, le dev perso, c'est... T'as une idée, t'as une nouvelle idée, t'apprends des nouvelles choses, tu te découvres, et après, tu chemines. Tu vois, là, par exemple, moi, là, je vous transmets des idées, des tips, des astuces, des machins. Mais j'attends pas que vous fassiez tout à la lettre. Ok ? J'attends qu'il y ait une petite graine qui soit semée et qu'après, ça chemine. Ça chemine et que ça pousse, en fait, au fur et à mesure. Et vous prenez ce que vous avez besoin de prendre et vous laissez ce que vous n'avez pas besoin de prendre. Et voilà. Mais c'est vraiment ça, c'est se développer soi-même. C'est, comme le dit son nom... mais en s'écoutant soi, pas en écoutant la société, pas en écoutant... Bon, je suis désolée, j'ai été interrompue. Mon chat faisait n'importe quoi, il essayait de mettre ses odeurs sur mes rideaux, donc autant vous dire que j'ai vrillé. Mais du coup, voilà, il a fallu que je l'engueule quand même, qu'il comprenne qu'il n'a pas le droit de faire ça. Donc, très en colère là, maman. Voilà. Donc voilà, j'ai été interrompue pour cause de problématiques animales. Du coup, je ne sais absolument plus ce que je disais, puisque c'est du feeling, moi ça vient en feeling. Mais voilà, en clair, écoutez-vous, faites votre dev perso en fonction de vous, ok ? Comme son nom l'indique, c'est personnel, donc ne faites pas des choses parce que vous pensez que ça va plaire à telle ou telle personne, parce que vous voulez rassurer telle ou telle personne, non. C'est le dev perso, ok ? Donc si les gens ont un souci avec leur façon de percevoir les choses, ça c'est leur problème, c'est pas le vôtre, hein. Ok, faites votre dev perso. Voilà, j'espère que ça vous aura fait du bien cet épisode. Moi, je vais aller le monter, du coup. Tout redécouper, tout remettre bien nickel. Et puis, voilà. Sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Allez, je file parce que sinon, je ne vais pas avancer du tout. Surtout qu'il y a du boulot. Bientôt, je vous annoncerai quelque chose, vous verrez. Vous comprendrez pourquoi je cours partout. Voilà. Allez, sur ce, je fais des besos et hasta pronto. Bye.